Bonjour à tous, voici la suite des enseignements de la formation UE 2.2 sur les cycles de la vie et les grandes fonctions d'anatomie physiologique. Nous allons aborder dans ce cours le thème numéro 11 des 22 à aborder dans cette formation, le tube digestif. Le but du tube digestif est de fabriquer des molécules de type nutriments facilement assimilables par l'organisme après avoir ingéré des substances plus complexes et plus élaborées qui vont devoir se transformer et se dégrader sous l'effet de l'activité de digestion. On va commencer par une description anatomique des différents organes du tube digestif. Et ce tube digestif est un long conduit qui part de la bouche et qui se termine par l'anus. Donc on parle de colonne digestive. La bouche, c'est le point d'entrée du tube digestif. Elle est aussi encore appelée le stomodéum. Le stomodéum, il contient tous les organes qui permettent de broyer les aliments. Ce terme a donné le nom à une discipline qu'on appelle la stomatologie, qui étudie la cavité buccale des hommes en domaine médical. Le stomodéum contient les lèvres, qui sont les bordures pour la fermeture, la voûte du palais qui contient des muqueuses et des points d'entrée de sécrétion. La cavité buccale comporte un plancher buccal qui est doté d'une grande langue qui permet la fixation, la parole et la digestion et le malaxage des aliments. Les joues sont les parois situées sur les deux côtés de la bouche et qui permettent de pousser les aliments de par leurs contraintes musculaires sous les dents lorsqu'il y a mastication. Et l'orifice externe du stomodéum, c'est l'isthme du Gaussier, qui est l'orifice qui va entraîner la continuation du tube digestif dans le larynx. La bouche comporte différents organes qui vont permettre de modifier la composition et la nature des substances alimentaires qui vont être ingérées dans leur structure physique et dans leur composition chimique de par des dégradations moléculaires qui peuvent être exercées par les différentes enzymes. Les bouches sont variables et différentes en fonction des individus. Un des éléments les plus reconnaissables à l'intérieur de la bouche, ce sont les dents. Les dents qui sont des organes qui se composent de, donc on décrit suivant deux territoires, le système odonte qui est la dent en elle-même et le système parodonte qui est l'ensemble des tissus qui permettent le soutien de la dent à l'intérieur de la paroi osseuse. Le stomodéum contient des dents qui font cette digestion. Une dent comporte différentes couches. La pulpe, qui est la partie centrale en rose à l'écran et qui est vascularisée et qui présente des nerfs. L'ivoire, qui est une partie périphérique qui est très dure et très résistante. Et l'émail, qui est la partie qui recouvre la partie externe des dents et qui est très très résistante. C'est la substance fabriquée par le corps humain comme étant la plus résistante existant dans le monde, enfin dans la matière du corps humain. Euh, la partie ivoire peut être aussi appelée dentine à l'intérieur de notre corps. À l'intérieur d'une dent, on va distinguer différentes zones. La partie couronne, c'est la partie qui est visible à l'extérieur de la structure dentaire. Elle émerge de l'alvéole. Le collet, c'est la zone de transition entre la couronne et la racine. Elle est en contact avec la gencive et avec la zone intermédiaire entre la partie aérienne et la racine. Le ciment, qui est situé en contact entre la dent et son ivoire et l'os, eh bien, forme le point de transition entre la partie couronne et la partie racine. Et donc la racine, c'est la zone qui est implantée dans l'os, qui s'insère à l'intérieur de l'os. On distingue quatre sortes de dents, les incisives
qui permettent de découper la nourriture, les canines qui déchirent la nourriture, les prémolaires qui écrasent et les molaires qui broient la nourriture. La dentition évolue au cours du temps. On distingue plusieurs types de dentition. Dans un premier temps, les humains possèdent des dents de lait qui sont au nombre de 20 et qui s'échelonnent en termes d'apparition de 6 mois à 3 ans en termes d'apparition des dents et qui vont disparaître jusqu'à l'âge de 12-13 ans. La formule dentaire est composée de 4 incisives, 2 canines et 4 prémolaires sur la partie supérieure et la partie inférieure des dents. La dentition définitive comporte, elle, 32 dents qui apparaissent depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Les formules dentaires sont au nombre de 4 incisives, 2 canines, 4 prémolaires et 6 molaires par demi-mâchoire en zone supérieure et en zone inférieure. Le tube digestif se poursuit par le biais du pharynx. Le pharynx est une structure située en arrière de la bouche et qui est la zone intermédiaire avec l'œsophage et qui va permettre d'avoir une distribution des substances variable en fonction de la mobilité de différents territoires situés dans le pharynx. On distingue le nasopharynx qui est situé au-dessus de l'extrémité de sortie de la bouche, l'oropharynx qui est en connexion entre la bouche et la gorge, et le larynx qui est la zone de transfert des denrées en direction soit de la trachée, soit en direction de l'œsophage. La langue permet la mobilité des matériaux et de pousser les matériaux présents dans la cavité buccale à l'intérieur du pharynx pour qu'ils puissent continuer leur cheminement vers le reste du corps. La séparation entre l'œsophage et la trachée se fait via le cartilage cricoïde qui permet de supporter la présence d'une épiglotte qui va potentiellement pouvoir s'affaisser et boucher l'entrée de la trachée au gré des demandes et de l'orientation des aliments. La luette est située dans la partie supérieure du pharynx pour identifier la délimitation du nasopharynx et de l'oropharynx. La zone de la glotte, c'est la zone située dans le larynx et qui comporte les cordes vocales, qui est située à l'entrée de la trachée aérienne de notre organisme. L'œsophage sera la suite du conduit du tube digestif et qui se poursuit dans la partie basse de notre corps pour en faire passer les aliments depuis le pharynx jusque dans l'estomac. Donc, cet œsophage, c'est un long conduit qui part du pharynx et qui fait une vingtaine de centimètres, qui va devoir passer dans la cage thoracique et passer le diaphragme pour rejoindre l'estomac qui est situé à l'extérieur de la cage thoracique, en dessous du diaphragme. L'œsophage comporte plusieurs sphincters. Le sphincter œsophagien supérieur qui limite les problèmes d'absorption et qui gère les transferts lors de la déglutition. On a un hiatus œsophagien qui permet le passage de l'œsophage au travers du diaphragme. Et enfin, un sphincter œsophagien inférieur qui abouche dans l'estomac et qui limite les transferts de nourriture dans l'estomac si les conditions ne sont pas satisfaisantes. L'œsophage est situé à l'arrière de la trachée, donc il se situe postérieurement par rapport à la trachée pulmonaire. L'objectif de cet œsophage est de faire glisser les aliments jusqu'à l'estomac, donc une progression qui se fait par péristaltisme. Il peut y avoir quelques compressions musculaires qui font descendre progressivement les aliments dans l'estomac
progressivement avec le mucus qui permet de faire glisser la nourriture à l'intérieur de l'œsophage. La nourriture va ensuite tomber à l'intérieur de l'estomac. L'estomac est une grande poche qui va permettre d'assurer une transformation des aliments. Cet estomac comporte différents territoires et un orifice terminal qui conduit dans la suite du tube digestif. L'estomac comporte le fondus. Le fondus, c'est la partie haute de l'estomac qui possède certaines glandes qui permettent de faire tomber des aliments, des sécrétions à l'intérieur de la cavité stomacale. La grande tubérosité est la partie du flanc arrondi de l'estomac qui va permettre les contractions et la mobilité des structures. Le cardia est la zone d'entrée de l'œsophage et qui permet la mastication et le malaxage des denrées à l'intérieur de l'estomac. On va trouver à l'extrémité terminale le sphincter pylorique qui contrôle la vidange et la sortie des aliments. Et le canal pylorique qui est la zone d'évacuation des denrées alimentaires est géré par l'antre pylorique qui est situé en bas de l'estomac. L'estomac est un organe à fonction musculaire, mais aussi à fonction digestive. Il comporte différentes tuniques, des tuniques musculaires présentes dans différents axes qui permettent une contraction régulière et continue de la poche lors de la mastication, enfin pas de la mastication, du malaxage des denrées alimentaires à l'intérieur de l'estomac. Ces tuniques sont des couches musculaires, des couches sous-muqueuses qui contiennent un tissu conjonctif richement vascularisé pour pouvoir alimenter le muscle et alimenter les glandes situées dans la zone muqueuse ces glandes libèrent différentes enzymes et différentes sécrétions qui vont modifier la chimie interne du chyme alimentaire, c'est-à-dire la denrée alimentaire présente à l'intérieur de l'estomac. L'estomac, le voici, il est blanc à l'extérieur, on le voit sur les images ici visuelles qui permettent d'identifier. Il a donc une muqueuse blanche à l'extérieur. La tunique de l'estomac comporte différentes glandes qui le tapissent. Ces glandes ont pour fonction de libérer différentes substances, du mucus qui est protecteur pour éviter une altération trop importante des parois de l'estomac, des cellules pariétales qui vont assurer la sécrétion de l'acide chlorhydrique qui est une substance qui va agir sur les aliments au cours de la digestion et qui sécrète aussi un facteur intrinsèque qui agit sur les cellules périphériques. Les cellules principales vont sécréter des enzymes telles que la pepsine qui vont se retrouver dans les glandes et qui vont être évacuées au niveau de la sortie des cryptes de ces glandes stomacales présentes en zone supérieure ou sur les flancs de la cavité stomacale. L'estomac est une glande qui est aussi endocrine, qui est capable de libérer des substances qui vont agir sur le reste de l'organisme, déclenchant ainsi des réactions physiologiques du reste des organes. Elle peut libérer de la gastrine qui va agir sur l'effet digestif et l'effet de perception de la satiété, de l'entéroglucagon, des entérochromatines. On distingue différents aspects des glandes en fonction de l'endroit où on se trouve. On va trouver davantage de glandes à acide chlorhydrique sur la partie haute de l'estomac et davantage de glandes principales à enzymes dans la partie basse de l'estomac. Le suc gastrique est composé d'acide gastrique, de pepsine, de lipase, qui sont des enzymes qui digèrent les aliments, le facteur intrinsèque qui est une substance qui permet l'absorption plus efficace des vitamines B12 et des substances de type glucidique
muqueuses qui permettent de faire glisser la nourriture. On va trouver aussi potentiellement des sécrétions d'ions bicarbonate qui vont modifier le pH et contrôler l'acidité du pH à l'intérieur de notre organisme. La quantité de sucre gastrique s'élève à 2 litres par jour, ce qui est une quantité importante, mais qui sera largement réabsorbée par la suite. La suite du tube digestif se fait par le biais de l'intestin grêle. L'intestin grêle est composé de différentes parties qui portent des noms différents en fonction de la zone et du territoire dans lequel on se trouve. La première partie qui est abouchée par l'estomac, qui ne reçoit les aliments que lorsque l'estomac a suffisamment malaxé et a décidé de faire l'évacuation, donc d'ouvrir son sphincter pylorique et d'entraîner l'évacuation du contenu stomacal à l'intérieur de cette première partie de l'intestin. Le duodénum est donc une structure en forme de C inversé qui prend une forme de courbe et qui comporte de nombreuses ouvertures avec des sorties d'organes. On distingue différents canaux qui se jettent à l'intérieur de ce duodénum qui proviennent du pancréas. On distingue le canal de Wirsong qui vient du pancréas, le canal cholédoque qui vient de la vésicule biliaire et qui vont ainsi récupérer les denrées, les substances qui proviennent de ces différents organes et qui vont modifier la chimie présente à l'intérieur du duodénum, qui vont entraîner aussi des modifications de la matière alimentaire présente à l'intérieur du duodénum, parce que les enzymes libérées par le pancréas et les substances présentes à l'intérieur de la vésicule biliaire vont altérer et transformer les denrées alimentaires, le chyme alimentaire présent dans notre organe. L'ensemble de ces enzymes sont contrôlées par un sphincter, le sphincter d'Oddi, qui contrôle la libération des enzymes pancréatiques à l'intérieur de l'estomac. Du duodénum, pardon. Ensuite, la suite du C qui était le duodénum se poursuit par une très longue portion de l'intestin grêle qu'on appelle le jéjunum. Le jéjunum est une structure qui présente une forme contournée avec différents virages et différentes déformations du tube qui s'appellent des anses jéjunales et qui sont maintenues ainsi grâce à un repli des cavités internes qu'on appelle le mésentère. L'extrémité du jéjunum donne, dans une zone dont la perception est difficile à identifier, l'iléon qui possède lui aussi des anses iléales et qui présente une structure très contournée, très déformée, et qui vont être des tubes creux qui vont aboucher jusque dans le tube digestif de type côlon au niveau d'une valvule iléo-cécale à l'extrémité de l'iléon. L'intestin grêle est composé d'une paroi interne tapissée de villosités. Les villosités intestinales sont des circonvolutions de la muqueuse qui augmentent ainsi la surface en contact avec l'intérieur de la cavité intestinale qu'on appelle la lumière intestinale. Et les villosités intestinales sont recouvertes elles-mêmes de microvillosités, des microvillosités sur les entérocytes et qui sont sur la face apicale de chacune des cellules qui baignent dans la cavité intestinale et qui améliorent la capacité de contact avec le contenu de l'intestin et qui entraînent une absorption plus efficace des substances ou une transformation plus efficace des substances parce qu'il y a contact avec la matière. L'intestin grêle est donc très contourné, il peut être très long, on peut estimer que ça fait plusieurs mètres d'intestin grêle à l'intérieur du corps.
avec un mésentère qui est toujours de couleur plutôt jaunâtre. La suite de l'intestin se poursuit par le biais du gros intestin, encore appelé côlon, qui fait une longueur de 1,50 m avec des grosses bosses qui apparaissent avec des replis au niveau de ce côlon. On a un côlon ascendant qui démarre avec un cécum qui est une poche et située basse par rapport à la cavité de sortie de l'intestin grêle et qui porte lui aussi l'appendice vermiculaire qui est un organe qui est parfois ôté lors d'inflammation. Le côlon ascendant remonte, va atterrir sur l'angle hépatique du côlon qui va se rejoindre par le côlon transverse qui va traverser la paroi abdominale pour rejoindre l'angle splénique. Splénique parce que c'est situé à côté de la rate. Et on va entraîner ensuite le côlon descendant qui va descendre jusque dans la zone basse du côlon qu'on appelle le côlon pelvien ou côlon sigmoïde. Le côlon sigmoïde fait une torsion qui va conduire au rectum et à l'ampoule rectale qui va pouvoir stocker les substances jusqu'au canal anal. On va aller ensuite l'anus que l'on va voir après. Le gros intestin est donc une structure très large avec une lumière intestinale très importante de couleur brune parce que vascularisée et qui présente de nombreux rétrécissements qui donnent l'aspect musclé à cet intestin. L'intestin est largement composé de bactéries qui vivent à l'intérieur de l'intestin et qui améliorent la capacité de digestion des aliments et qui modifient la composition de la structure alimentaire de par l'action de digestion de ces bactéries. L'intestin est composé d'une très large innervation qu'on estime aussi importante que la taille d'un cerveau d'un chien, avec 200 millions de neurones présents à l'intérieur de l'intestin. Le cerveau intestinal se développe au cours de la phase embryonnaire et est capable de détecter des substances nocives et agressives à l'intérieur de l'organisme. L'ampoule rectale est la partie terminale du tube digestif, de la colonne digestive. Elle s'agrandit et se dilate au gré de l'accumulation de denrées de matière fécale avant la défécation. Défécation qui est contrôlée par l'anus. L'anus qui est l'orifice terminal du tube digestif, qui est fermé par le sphincter anal terminal et qui s'ouvre à volonté après apprentissage. Ce sphincter n'est pas contrôlé à la naissance, il nécessite un apprentissage. Ce sphincter est situé en arrière du périnée et est largement vascularisé.